Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de la bande-annonce d'un film sur laquelle je suis tombé sur YouTube et qui mérite vraiment d'être commenté et analysé. Parce qu'en 3 minutes, moins de 3 minutes, en fait en 2 minutes 30, cette bande-annonce offre le parfait exemple d'un pur concentré de propagande anti-humaine. Et ça mérite vraiment d'être décortiqué parce que c'est une déclinaison, c'est une des multiples déclinaisons de la manière dont cette propagande est diffusée depuis très longtemps maintenant, sous la forme de différentes versions au travers des âges. Je suis toujours intéressé par le discours sous-jacent qui est diffusé à travers l'industrie du divertissement, particulièrement quand ça vient de Hollywood. Parce que Hollywood est la principale usine mondiale de production de narratifs, au propre comme au figuré, c'est-à-dire de production d'histoires. Bon, pas en termes de quantité ni de spectateurs, mais bien en termes d'impact, je dirais. Si on regarde en termes de quantité de spectateurs, il faut plutôt regarder du côté de Bollywood. Mais Hollywood est certainement celui qui a le plus d'impact sur la conscience collective de l'humanité. Et en termes de propagande, c'est donc celui qui, me semble-t-il, mérite le plus d'attention. En tout cas, c'est certainement celui qui a le plus d'attention de ma part. Bollywood, j'y arrive pas, désolé, mais c'est au-dessus de mes forces. Donc, Hollywood mérite toujours d'être observé. Et les différents agendas dont les films hollywoodiens font la promotion méritent d'être regardés de très près. Alors, ici, on n'y va vraiment pas dans la subtilité, c'est vraiment tout à fait évident. Bon, c'est Godzilla. C'est Godzilla. Godzilla ne fait pas dans la subtilité monument, c'est vraiment le cas de le dire, de la culture populaire. La plupart d'entre vous savent probablement que Godzilla est une franchise qui a démarré dans les années 50, au Japon bien sûr. Et initialement, Godzilla représentait une métaphore des bombardements nucléaires que le Japon avait subis. Et après ce premier film, très dramatique, où la métaphore était vraiment très présente, Godzilla s'est mis très rapidement à évoluer vers du divertissement pur, qui en quelques années est devenu complètement infantile, et d'ailleurs dirigé principalement vers un public d'enfants. Au fil du temps, les films se multipliant, il y a eu quelques tentatives de ramener l'histoire vers des sujets plus sérieux et de nouveau de vendre une sorte de message qui parfois était un message écologique et parfois un message anti-guerre. Mais à un certain point, Hollywood a commencé à s'en mêler, et donc on a eu un remake de Godzilla il y a une dizaine d'années, je crois, où on en revenait d'ailleurs à l'ancien message de dénonciation de l'arme nucléaire. C'est un film que les fans, les fans traditionnels de Godzilla ont absolument détesté, entre parenthèses, parce que le Godzilla relooké par Hollywood ne ressemblait pas au Godzilla traditionnel. Bon, et ça apparemment c'était inadmissible.
Hollywood s'y est remis il y a, je ne sais pas, peut-être 2 ou 3 ans de ça, en respectant cette fois scrupuleusement le look originel de Godzilla, quand même un peu plus crédible parce que bien sûr, au lieu d'avoir un bonhomme dans un costume de latex qui se frite avec d'autres bonshommes en costume de latex, on a bien sûr une créature en 3D, en effet, en image de synthèse. Voilà, c'était l'expression que je cherchais. On a une créature en image de synthèse. Cette bande-annonce signale tout de suite que on ramène dans ce Godzilla, on essaye de ramener une espèce de, entre guillemets, message. Mais quel message? C'est ça qui est très intéressant. Je vais vous le faire entendre. Je vais vous le faire entendre parce que ça en vaut vraiment la peine. Et vous allez voir que en quelques secondes, tout est dit. Notre monde change. L'extinction massive que nous redoutions a déjà commencé. Et nous en sommes la cause. Nous sommes le virus. Waouh! Nous sommes le virus. Dans la version originale, on y va encore un petit peu plus fort. Dans la version originale en anglais, c'est We are the infection. Nous sommes l'infection. Donc, qu'est-ce qui est dit ici? Eh bien, il est dit que l'espèce humaine est fondamentalement destructrice et parasite, est une maladie à la surface de la Terre. Comme je le disais en introduction, je vois là une nouvelle variante d'un discours qui nous est servi depuis quelques millénaires maintenant, et dont l'objectif fondamental consiste toujours à diminuer la perception que l'humanité peut avoir d'elle-même, générer un maximum de sentiments de culpabilité, de honte, et une destruction de l'estime que l'humanité peut avoir d'elle-même et de la conscience qu'elle peut avoir de sa propre dignité, de sa propre importance, de ses propres capacités. En général, pas toujours, mais en général, presque toujours, ça s'accompagne de une dépréciation similaire par rapport à ce qu'est notre planète, ce qu'est la Terre. Il y a un lien très étroit entre la Terre et son espèce, entre guillemets, dominante. C'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais son espèce, je vais dire, principale. Je vais utiliser ce terme-là. Il y a un lien extrêmement étroit, même si on a eu tendance à l'oublier depuis, en tant qu'espèce humaine, on a eu tendance à l'oublier depuis un certain temps. Et je vais entrer là-dedans plus en détail. Il y a un lien très étroit. Certaines forces ont vraiment tout intérêt à ce que l'humanité se perçoive comme indigne, destructrice, minable, de peu de valeur. Et ont aussi intérêt à ce que l'humanité considère la réalité planétaire dans laquelle elle vit comme un endroit assez peu désirable. La manière dont ça nous a été vendu au travers des âges, il y a la version traditionnelle avec laquelle on est les plus familiers en Occident, qui est la version religieuse selon laquelle nous sommes une bande de misérables pécheurs
qui ont besoin d'être sauvés, en fait, qui sont tellement pathétiques qu'ils ont vraiment intérêt à se prosterner, à être à genoux et supplier qu'on veuille bien les épargner, qu'on veuille bien leur épargner la damnation éternelle. Et qu'on les sauve, en fait, parce que on n'est vraiment pas fichu de se sauver par nous-mêmes. Et donc il faut que une instance divine fasse le boulot à notre place. Par exemple, en descendant parmi nous et en prenant tous nos péchés sur ses épaules pour les racheter, étant donné que c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire par nous-mêmes. Et associé à ce concept de l'humanité pécheresse qui a besoin d'être sauvée, est associée l'idée de la terre en tant que vallée de larmes. Les plus jeunes d'entre vous n'ont peut-être jamais entendu cette expression, mais je me souviens quand j'étais enfant, on l'entendait encore. Ce monde n'est qu'une vallée de larmes. Et donc, l'idée était que, en se conduisant bien et en suppliant le plus possible et en accomplissant les rituels adéquats, on pouvait, une fois que notre bref séjour dans cette vallée de larmes serait terminé, on pourrait accéder à l'endroit vraiment désirable, au paradis en fait. Ou alors, dans le pire des cas, au purgatoire, ou après quelques siècles de purification, les portes du paradis s'ouvriraient. Bien. Autre version traditionnelle aussi, qui est celle du mysticisme oriental, ce monde est une illusion. Ce monde est une illusion, c'est la Maya. Donc tout ce qu'on perçoit n'est pas réel. Et le but de l'existence est d'échapper à cette illusion. D'échapper à cette illusion en accédant à l'état d'illumination ou du nirvana, ou s'extraire de la roue des réincarnations par le samsara. Et il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité en ce sens que, oui, c'est vrai que la matière qui nous paraît solide est en fait constituée d'atomes qui sont eux-mêmes constitués de particules subatomiques, et ces particules subatomiques elles-mêmes ne sont constituées que d'ondes. Et notre corps est essentiellement du vide, c'est-à-dire de l'énergie, et donc son apparence de matière solide est quelque chose qui est généré par nos sens et la manière dont l'information véhiculée par les sens sont décodées par la conscience. Donc dans ce sens-là, on pourrait parler d'illusion. Mais la manière dont cette réalité nous a été présentée est associée à l'idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas désirable dans le fait de vivre des expériences dans cette réalité entre guillemets illusoire. Bon, qu'est-ce que ça veut dire illusoire ? Qu'est-ce que c'est que la réalité ? Comment la définit-on par rapport à l'illusion ? Ce sont des questions qu'en général on ne se pose pas. On se contente de dire c'est une illusion. C'est une illusion, donc accédons à la conscience pure et on sera libéré de l'illusion. C'est en fin de compte un concept qui dévalorise les expériences extrêmement précieuses en fait, extrêmement précieuses et puissantes qu'on vit dans cette réalité-ci. Il y a une version contemporaine. Il y a une version contemporaine de ce concept-là qui est que on vit dans une simulation, dans une réalité virtuelle qui est une simulation à l'intérieur d'un ordinateur, en fait. Et ça a commencé à être véhiculé il y a une dizaine d'années peut-être.
Et ce concept est fortement lié à la montée du mouvement transhumaniste et à la montée de l'intelligence artificielle, ou comme je préfère l'appeler, l'intelligence technologique. Parce qu'ici encore, on ne s'interroge pas toujours sur la manière dont on définit le concept d'artificiel par rapport à naturel. Donc je préfère parler d'intelligence technologique. Et donc la montée de l'intelligence technologique en tant qu'acteur majeur sur la scène du drame cosmique tel qu'il se déploie sur la Terre a vu la montée en puissance aussi de cette nouvelle variante de la propagande anti-humaine et anti-terre, anti-terrienne, anti-terre-mère. Dans la philosophie du Nouvel Âge, qui pour moi est tout à fait une nouvelle religion en fait, la nouvelle religion qui a été mise au point pour recapturer les gens qui commencent à se libérer du carcan trop étroit des religions établies. Donc dans la religion Nouvel Âge, il y a le concept selon lequel on se trouve ici dans les boyaux de l'univers, pour ainsi dire, dans un état de densité absolument dégoûtante, écœurante, dont il faut aspirer à se libérer en élevant nos vibrations. En élevant nos vibrations pour ascensionner hors de cette réalité dégoûtante vers des bandes de fréquences plus rapides, des dimensions plus subtiles. Aussi associé à une variante, disons, interplanétaire de cette mystique Nouvel Âge est l'idée que la Terre est une planète prison. Est une planète prison, notamment, une des variantes de cette version est que, étant donné que c'est une planète prison, d'autres civilisations se débarrassent de leurs éléments les plus indésirables en les envoyant s'incarner ici, parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils s'incarnent ici, ils ne pourront plus en sortir. Donc ça, c'est une version qui vise à promouvoir l'idée de la Terre en tant que dépotoir des âmes, pour ainsi dire. On a vu aussi émerger ces dernières années une remise au goût du jour du concept moyenâgeux de la Terre plate. Et si vous utilisez Internet, vous n'avez pas pu ne pas voir une de ces vidéos extrêmement bien faites, extrêmement professionnelles, qui ont tout émergé tout d'un coup en même temps, des dizaines et des dizaines, pour promouvoir l'idée que on nous a trompés, on nous a trompés et que cette idée selon laquelle la Terre est une sphère est le fruit d'une conspiration et qu'en fait la Terre est un plan linéaire avec un firmament. Pourquoi promouvoir cette idée? Bon, il y a différents objectifs, mais je vais me limiter à celui qui est le plus étroitement associé à ce que je veux expliquer aujourd'hui, qui est que la Terre est une planète de fréquence principalement féminine. C'est la Terre-mère. Si je veux m'exprimer en termes vraiment cosmologiques, je dirais que la Terre est l'incarnation de la mère divine, c'est-à-dire de l'aspect féminin de l'être créateur de cet univers spécifique dans lequel nous sommes. Donc la Terre est à polarité plus féminine que masculine.
les forces qui veulent contrôler la Terre travaillent à réprimer le principe féminin autant qu'elles le peuvent. Une manière de réprimer ce principe féminin dont cette histoire de la Terre plate est une manifestation, hein, c'est justement de vouloir nous faire percevoir la Terre comme une réalité linéaire. Hein, ce qui est linéaire est de l'ordre des réalités plutôt masculines. Hein. Le féminin, c'est visible dans le corps de la femme, le féminin privilégie les courbes, ce qui est arrondi. Donc, derrière l'idée de présenter la Terre comme une surface plane, il y a la volonté de vouloir lui dénier son aspect principalement féminin. Il y a toujours en filigrane de cette propagande la volonté non seulement de nous déprécier à nos propres yeux en tant qu'humains, mais aussi une tentative de couper notre lien organique avec la Terre, qui est la réalité dans laquelle nous vivons. Hein. Parce que quand on est déconnecté de la réalité dans laquelle on vit, et de l'être qui est le principal créateur de cette réalité, on devient extrêmement vulnérable à être manipulé, à être appréhendé. Et il y a encore une autre version, qui est la version extraterrestre de cette histoire, qui est que nous, terriens, nous sommes une race infantile, immature, destructrice évidemment, effectivement destructrice, incapable de gérer ses propres affaires à ce stade, et qui a grand besoin de la tutelle bienveillante de races aînées qui ne demandent qu'à nous guider, nous protéger, nous éduquer, pour peu qu'on le leur demande. Cette bande-annonce qui nous décrit comme des virus, hein, une infection dans la version originale, cette bande-annonce, c'est la version que je pourrais appeler, entre guillemets, écologiste de cette propagande qui présente l'humanité comme la destructrice de la biosphère. Ce qui est vrai dans une certaine mesure. On ne peut pas nier que notre comportement actuel au niveau planétaire a des effets extrêmement destructeurs sur les écosystèmes et que le genre de technologie que nous utilisons empoisonne les eaux, les terres, l'air, empoisonne absolument tout ce qui existe à la surface de la Terre, à commencer par nous-mêmes, nos propres organismes. C'est un constat en apparence imparable. Mais moi, je veux poser la question, est-ce que c'est vraiment... Parce qu'il faut examiner où sont les responsabilités. Qui est vraiment responsable de cette situation? Est-ce que c'est l'humanité? Est-ce que c'est le terrien? Et pour répondre à cette question, il faut distinguer différents niveaux de conscience, différents états d'être. Hein. Et je vais commencer par répondre à la question au niveau de notre ego, au niveau de notre conscience d'être incarné, enfin de notre personnalité. Hein.
notre personnalité de Marc, Julie, Églantine, Harutsune, Sylvester, Silvio. Bon, à ce niveau-là, est-ce que c'est vraiment notre faute? Est-ce que c'est nous qui sommes responsables de cette situation? Je vais répondre que principalement non. Ce n'est pas nous qui sommes responsables de cette situation, ni par irresponsabilité, égoïsme, inconscience, étroitesse de vue, comme on pourrait le croire. Non, je dis absolument pas. Et la raison pour laquelle je dis non, c'est que, d'une part, notre conscience fait l'objet d'une répression permanente. Et deuxièmement, les technologies que nous utilisons ont également fait l'objet d'une répression permanente, qui en ont fait ces technologies polluantes et destructrices que nous utilisons actuellement. Premièrement, au niveau de notre état de conscience. Il est vrai que, actuellement, l'humanité ne vit que, elle n'est que l'ombre d'elle-même. Voilà, je ne pourrais pas utiliser une formule plus juste que celle-là. L'humanité a été réduite à n'être que l'ombre de ce qu'elle est réellement, en termes de son potentiel, de ses capacités, de ses facultés. Il y a des forces et des êtres qui ont très peur que le terrien actualise la plénitude de son potentiel, parce qu'en potentiel, nous sommes la race la plus puissante de l'univers. En fait, nous le sommes déjà. On l'est déjà, mais on n'en est pas conscient. On n'en est pas conscient et donc on n'accède pas de manière consciente à cette puissance créatrice qui est la nôtre. Entre parenthèses, pourquoi est-ce qu'on est l'espèce la plus puissante de l'univers? Parce que nous sommes la seule espèce dont le corps physique soit une représentation de l'entièreté du cosmos. Un microcosme, comme on disait dans les temps anciens, un microcosme du macrocosme. Et qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que chacune de nos cellules représente et est connectée énergétiquement à une galaxie. Chacun de nos atomes représente et est lié énergétiquement à un système solaire. Et donc ce corps physique dans lequel nous sommes incarnés représente la totalité des forces et des énergies qui existent dans l'univers. Donc ça nous donne accès à une puissance créatrice absolument colossale. Et tout est fait pour que cette puissance créatrice, au lieu de nous servir, servent d'autres forces qui l'utilisent à leur profit. C'est tout le but de ce système de manipulation et entre autres de cette propagande. Et remarquez que je disais il y a quelques instants qu'il y a une part de vérité et c'est la marque de toute propagande efficace d'être un mélange intelligent de vérité et de mensonge. On vous sert une vérité pour que il y ait un effet d'attraction, parce que la conscience humaine est sensible à la vérité. On a même dans l'état diminué dans lequel on se trouve actuellement, on a ces espèces de senseurs intérieurs qui détectent la vérité, la vibration, la fréquence de vérité, l'essence de vérité, quand elle s'exprime.
Et donc le but est enrober cette vérité de mensonge. Et si on manque de discernement, on ne pourra pas faire la différence entre les deux, entre la vérité et les couches de mensonge dont elle est enrobée. Et donc ici, je dis que premièrement, une des raisons pour lesquelles on détruit l'environnement, la raison principale en fait, c'est une perspective extrêmement étroite qui fait que on a du mal à percevoir les conséquences dans le tableau d'ensemble. On ne voit que ce qui se trouve juste en face de nous. Et donc, si on produit toutes sortes d'emballages, par exemple, dont on ne sait pas comment se débarrasser, et qu'on les jette sans savoir où ils vont, eh ben, on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe, de tout ce qui est impliqué dans la production de ces emballages en matériaux synthétiques. On ne se rend pas compte à quel point déjà tout ce processus est extraordinairement polluant. Et on ne se rend pas compte non plus, quand on se débarrasse de l'emballage en question, de ce qui va lui arriver par la suite, de tout l'impact qu'il va avoir sur la nature. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en rend pas compte? Parce que le faisceau de la perception consciente a été réduit à une bande extrêmement étroite. Et donc, il y a un manque de perception de the bigger picture, le tableau d'ensemble, et un manque de perception aussi de la chaîne de causalité, des effets dans le temps d'une action, d'une chaîne d'action. On ne voit que l'action qu'on est en train de faire. Et la raison pour laquelle la conscience est tellement contractée est justement le fait que notre état de conscience fait l'objet d'une répression systématique et délibérée à travers des technologies, donc des ondes dont nous sommes bombardés en permanence, et aussi justement à travers l'empoisonnement délibéré de tout notre environnement, et de notre nourriture, et de notre eau, et de l'air qu'on respire. Et je ne vais pas détailler tous les procédés qui sont utilisés pour rendre absolument tout ce qui nous entoure toxique. Mais l'effet que ça a sur notre organisme est particulièrement évident. Donc, numéro 1, si nous avons un effet destructeur sur l'environnement, c'est parce que notre conscience est réprimée. Et numéro 2, parce que les technologies que des inventeurs bien humains, des inventeurs de cette espèce qu'on nous présente comme un virus, une infection, bien des inventeurs bien humains ont depuis plus d'un siècle et à maintes reprises développé des outils, des technologies, des inventions qui nous permettraient d'éviter cet énorme gâchis, qui nous permettrait d'éviter la destruction, l'intoxication, la pollution, l'empoisonnement. Je vais donner un seul exemple qui est celui de l'énergie libre, comme on l'appelle, c'est-à-dire la capacité de produire une énergie illimitée, entièrement non polluante. Et ça fait plus d'un siècle que ces technologies en fait existent et sont disponibles sur la Terre. Mais on empêche la société d'y avoir accès. Mais il existe une société parallèle, c'est ce que certains appellent the breakaway civilization, la civilisation divergente. On pourrait dire, il n'y a pas vraiment de traduction en français pour breakaway. Ça veut dire quelque chose comme séparé, divergente. Donc
je vais dire divergente parce que c'est peut-être le concept qui s'en rapproche le plus, mais il existe une société divergente, une société parallèle qui existe sous la terre, sous l'eau, dans des bases à travers le système solaire et au-delà, sur des stations spatiales aussi, qui utilisent ces technologies. Donc là aussi, si nous en sommes réduits à utiliser des technologies polluantes et destructrices, c'est parce que les forces qui contrôlent en sous-main la société humaine, littéralement nous y obligent. Et donc, nous ne sommes pas la partie principalement coupable dans cet état de fait, dans cette situation. Maintenant, si je regarde les choses à un niveau plus profond, est-ce que vraiment nous n'avons aucune responsabilité dans la situation telle qu'elle est? Non. Nous avons une responsabilité, mais cette responsabilité, plutôt que de se trouver au niveau de l'ego, se trouve au niveau de l'être, à un niveau plus profond, ce que certains appellent le soi supérieur. Mais là encore, je n'aime pas utiliser ce terme parce que je n'aime pas raisonner en termes de supérieur et d'inférieur, parce que justement, ça induit toute une idée de hiérarchie qui n'appartient pas à l'ordre naturel de la vie dans cet univers, mais ça appartient bien au contraire à l'ordre synthétique de la vie, qui est celui justement qui veut nous contrôler, nous manipuler, nous exploiter. Donc, soi supérieur est un terme que je préfère ne pas utiliser. Je parle de notre grand être, je vais utiliser cette expression-là. Notre grand être, au niveau de notre grand être, nous avons tout à fait consenti. Au niveau de la conscience collective de l'humanité aussi, nous avons consenti. Et la Terre, en tant qu'être planétaire conscient, a elle aussi consenti à ce que ce scénario se mette en place. Pourquoi ? Parce que l'idée était d'accepter de se retrouver dans cet état extrêmement diminué pour trouver en nous les ressources de le surmonter, de nous en sortir, de nous en extraire et de réclamer notre héritage, et par ce processus alchimique de donner naissance à une toute nouvelle forme de vie dans cet univers qui n'a encore jamais existé auparavant. On peut un peu comparer ça à l'entraînement, aux épreuves extrêmes qu'un athlète s'impose pour développer son endurance, sa force, sa rapidité au maximum. Les souffrances qu'il impose à son corps pour développer ses ressources, ses capacités extraordinaires. Donc les forces qui nous oppriment, qui nous répriment, ont été en fait à un niveau plus profond, invitées par nous à venir faire exactement ça. C'est juste qu'elles ont tendance à oublier un petit peu. Elles jouent un peu trop bien leur rôle, en fait. Je voudrais vous faire écouter la suite. Pas la bande-annonce tout entière, mais la suite du commentaire en voix off, parce qu'on va continuer à entendre une idée sous-jacente extrêmement révélatrice. Mais comme tout organisme vivant, la Terre a développé une fièvre pour combattre ce virus. Ses souverains
originel et légitime. Les Titans. Les Titans. Donc, il y a 2 ou 3 idées. Et encore une fois, c'est tout à fait remarquable, hein, parce que j'en suis à peine à 45 secondes ici, dans cette bande-annonce. Et on a une multiplicité d'idées de ce vivier de propagande qui sont diffusées en rafale. Première chose intéressante ici, c'est qu'on nous présente la Terre comme un organisme vivant. Et encore une fois, ce qui est frappant ici, c'est qu'on a un mélange de vérité et de mensonge. Est-ce que la Terre est un organisme vivant qui a ses propres réactions? Oui, absolument. La Terre est un organisme vivant global. Et bon, tous les peuples originels de la Terre en sont bien conscients, hein, et cultivent une relation symbiotique, physique et spirituelle profonde avec la Terre mère, la Pachamama, comme ils disent en Amérique du Sud. Dans les temps plus récents, de manière scientifique, dans le cadre du paradigme scientifique, c'est une idée qui a été promue par le scientifique qui, je crois, est anglais, James Lovelock, qui a présenté ce concept sous la forme de ce qu'il appelle l'hypothèse Gaïa. Présenté comme une hypothèse parce que c'est ce qu'on est censé faire, hein, dans le cadre du paradigme scientifique. Donc, que nous dit-on ici? Que la Terre est un organisme vivant qui, pour se défendre de l'infection virale dont elle est affectée, déclenche une fièvre. Donc, oui, la Terre est un organisme vivant, on veut bien la reconnaître en tant que telle, mais en même temps, on la présente de manière tellement limitée, en termes purement biologiques. Il n'est pas question de conscience ici, il n'est pas question de présenter la Terre comme un être conscient, mais comme une entité purement biologique qui réagit par des processus automatiques, comme une cellule le ferait en fait. Et donc il n'est absolument pas question de présenter la Terre comme un être conscient, et encore moins, bien sûr, encore moins comme une mère divine, comme un être d'une conscience, d'une splendeur extraordinaire, animé d'un amour incommensurable pour les créatures qui habitent sa surface et à l'intérieur d'elle. Pas question, bien sûr, c'est un organisme vivant qui se défend en déclenchant une fièvre. Et quelle est cette fièvre? Eh bien, on nous dit que ce sont les souverains originels et légitimes de la Terre. 3 idées ici. 3 idées en 3 mots. Premièrement, les souverains. Donc, apparemment, la Terre a besoin de souverains, parce que la pauvre, elle n'est pas capable de se débrouiller toute seule. Hein. C'est comme les pauvres pêcheurs qui sont incapables de se sauver par eux-mêmes et qui donc doivent faire l'objet d'une intervention divine bienveillante pour être sauvés. Ici, c'est la même chose. La Terre s'en sortira pas toute seule, donc elle doit faire appel à ses souverains. Donc il y a des êtres apparemment qui ont autorité sur la Terre, une autorité qu'elle n'a pas elle-même, hein, qui ont la souveraineté sur elle, qui règnent sur la Terre. Et non seulement ce sont les souverains, mais ce sont les souverains légitimes et les souverains originels. Donc, ça veut dire que l'humanité qui est présentée
de manière implicite dans cette présentation comme le souverain actuel, n'est pas le premier souverain et certainement pas le souverain légitime. C'est un usurpateur. Donc en plus d'être une infection. Donc, il y a des souverains. Il y a des souverains qui étaient là avant nous et qui, eux, ont la légitimité nécessaire pour régner sur la terre, la protéger en cas de besoin. Les titans. Donc un titan, c'est impressionnant, c'est grand, c'est puissant, comme leur nom l'indique. Donc c'est beaucoup plus impressionnant que ces minuscules virus humains qui pullulent à la surface de la Terre. Est-ce qu'il s'agit de pure fiction destinée à produire un film de divertissement? Parce que dans le film, les titans auxquels il est fait référence sont les monstres géants, les kaiju en japonais, de toute la mythologie des films de Godzilla. Donc, est-ce qu'il s'agit uniquement de ces créatures de fiction, ou bien est-ce qu'on essaye de faire référence à des êtres qui existent réellement? Mais il est intéressant de regarder le reste de la bande-annonce à ce point de vue-là. Ça ne sert à rien que je vous passe le son, parce que le son n'est pas révélateur, mais si vous regardez le reste de la bande-annonce, vous verrez que ce que vous pouvez voir dans cette bande-annonce, en dehors du papillon géant Mothra, qui évidemment est un être insectoïde, tous les autres, à commencer bien sûr par Godzilla lui-même, ont un aspect purement reptilien. Et ça, c'est très révélateur, parce que parmi les groupes extraterrestres qui font partie des forces qui considèrent qu'il est dans leur intérêt, et leur intérêt, pour reprendre les termes utilisés, légitime, de contrôler la Terre et son humanité, des groupes reptiliens, d'extraterrestres reptiliens ont joué un rôle particulièrement éminent au cours des derniers millénaires, je dirais même dizaines de millénaires. Et je pense en particulier ici à certains groupes venus du système solaire d'Alpha Draconis, qu'on appelle pour cette raison les draconiens. Sans entrer dans tous les détails très complexes de ces différents groupes extraterrestres, et sans prétendre que tous les reptiliens sont hostiles ou ont des intentions néfastes à notre égard, loin de là, certains groupes reptiliens et draconiens ont été extrêmement impliqués dans justement la répression de notre conscience et le contrôle de l'humanité terrienne en tant qu'espèce. Et donc, cette idée de présenter ici, dans cette bande-annonce, des êtres reptiliens comme souverains, originels et légitimes de la Terre, est liée à la promotion de cette idée. Je m'arrête à certains moments parce que je ne veux pas faire de cette vidéo une vidéo de 3 heures. Donc j'ai des choix à faire. J'ai des choix à faire au niveau de l'information que je choisis de transmettre. L'idée que il y a des êtres qui étaient là avant nous, qui encore une fois est vrai dans une certaine mesure, entre être là avant et être le souverain, il y a une très grosse différence. Premièrement, la Terre n'a pas besoin de souverain. Toute cette idée de souverain, c'est comme j'en parlais quand
je discutais l'idée le terme soi supérieur. Cette idée de souverain est liée à l'idéologie hiérarchique de l'ordre synthétique de l'univers, qui est complètement basé sur la hiérarchie. Il est basé sur la dualité extrême, sur sa propre version de l'amour et de la lumière, et sur la hiérarchie, la pyramide. Hein? Vous voyez la pyramide avec l'œil qui voit tout au sommet de la pyramide, c'est le symbole par excellence. C'est le symbole par excellence de ce système, de cette structure, de l'ordre synthétique de l'univers, avec le démiurge au sommet. Il est différent. Enfin bon, je n'entre pas dans les détails de l'ordre synthétique de l'univers pour le moment, ni de son origine, ni de ses différents modes opératoires, sauf dans le cadre de ce que j'explique ici, de cette propagande anti-humaine. Mais parmi les groupes extraterrestres qui font partie de cet empire de l'ordre synthétique de l'univers, certains aiment diffuser l'idée qu'ils sont nos créateurs. C'est-à-dire qu'ils ont conçu et créé par la science génétique le corps humain, l'espèce humaine telle qu'elle existe actuellement, pour leurs propres besoins. Donc c'est l'idée qui a commencé à être diffusée il y a quelques décennies maintenant par le traducteur, le linguiste Zecharia Sitchin, qui a traduit les anciens rouleaux sumériens, que on a été créé génétiquement par la race extraterrestre des Anunnaki. Et beaucoup de gens reprennent cette idée, y adhèrent et la diffusent. Premièrement, il y a une confusion, une incompréhension par rapport à ce terme Anunnaki. Parce que Anunnaki signifie littéralement ceux qui sont descendus du ciel. Et donc Anunnaki peut faire référence à n'importe quel groupe extraterrestre qui a visité la Terre au cours de son histoire. Et il y en a eu une multitude. Il y en a eu une multitude. Et il y en a encore une multitude. Donc dire que les Anunnaki se réfèrent à une race en particulier, c'est absolument ridicule pour commencer. Numéro 1. Numéro 2, dire que l'espèce humaine est le résultat de l'ingénierie génétique d'une race est une deuxième foutaise majeure. Parce que ce véhicule physique biologique est tellement sophistiqué, tellement extraordinaire, même si encore une fois on n'utilise actuellement qu'une fraction de son potentiel, qu'il a fallu que de nombreuses races extraterrestres et interdimensionnelles, de nombreuses races et de nombreuses forces coopèrent dans un effort co-créateur d'une ampleur extraordinaire, gigantesque, colossale, pour mettre au point ce corps physique, ce véhicule qui est l'avant-garde la plus aboutie, la plus sophistiquée de la science génétique universelle, de toute la science génétique telle qu'elle existe à travers l'univers entier. Et donc, il aurait été tout à fait impossible pour une race extraterrestre à elle seule d'accomplir cet exploit-là. Parce qu'encore une fois, il s'agissait de créer un vaisseau qui pourrait accueillir toutes les fréquences existant dans l'univers et un véhicule physique dans lequel
n'importe quel être pourrait s'incarner, d'où qu'il vienne. Quel que soit son monde d'origine, n'importe quel être dans l'univers peut s'incarner dans un corps terrien. Parce que justement, ce corps peut accueillir, héberger, intégrer n'importe quelle énergie, n'importe quelle fréquence. Il n'y en a aucun autre qui peut faire ça. C'est pour ça d'ailleurs que nos gènes représentent une ressource extrêmement recherchée et extrêmement précieuse à travers l'univers, et que certaines espèces sont prêtes à des actes extrêmement peu éthiques pour se les procurer et pour avoir nos gènes à leur disposition et essayer de les intégrer à leur propre structure génétique pour l'améliorer, la faire évoluer. C'est pour ça aussi qu'il y a tellement d'hybrides humains et extraterrestres en ce moment. Ok, je ne m'étends pas là-dessus non plus, pour l'instant. Et je suis arrivé en fait au bout de ce que je voulais dire dans le cadre de l'analyse de cette bande-annonce. Ayez toujours les yeux bien ouverts. Ayez les yeux bien ouverts et vos facultés de discernement bien aiguisées et bien actives quand vous regardez une fiction, quelle qu'elle soit. Parce qu'il y a très souvent des concepts, des idées sous-jacentes qui sont transmis, qui ne sont pas dans notre meilleur intérêt. Mais c'est fascinant. C'est fascinant de voir ce système à l'œuvre. C'est absolument fascinant de voir ce système à l'œuvre. Et notamment parce qu'il est entièrement conçu et structuré pour mettre notre puissance créatrice au service de ceux qui contrôlent le système. Donc ils utilisent notre puissance créatrice pour créer le type de réalité que eux veulent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tellement un tel déferlement actuellement de films et de séries qui présentent un futur dystopien, un futur sombre, lourd, triste, apocalyptique, parce qu'ils essayent de nous entraîner vers ça, pour nous maintenir sous contrôle, sous leur contrôle. Parce qu'ils ont tellement peur. Ils ont tellement peur que l'humanité s'éveille. Ils ont tellement peur de perdre le contrôle de cette ressource extrêmement précieuse qu'est l'humanité et qu'est la Terre. Et ils ont tellement peur que l'humanité accède à ce qu'elle est réellement. Notamment pour beaucoup de ces groupes, parce que ce serait une atteinte terrible à l'image qu'ils se font d'eux-mêmes en tant qu'espèce dominante, en tant qu'espèce royale, impériale, conquérante. Donc, dans leur idéologie, c'est quelque chose qui n'est presque inconcevable et en tout cas intolérable qu'une race beaucoup plus jeune puisse les supplanter, puisse avoir des capacités tellement plus étendues qu'eux. Et donc, pour ces raisons-là aussi, par pur orgueil idéologique, c'est quelque chose qu'ils essayent d'empêcher par tous les moyens. Voilà. Donc, j'espère que vous avez trouvé cette analyse intéressante. On se retrouvera bientôt, si vous le souhaitez, pour d'autres vidéos que j'espère aussi enrichissantes que celle-ci. En tout cas, j'ai passé un bon moment à partager mes... Je pense souvent en anglais, insights, il n'y a pas vraiment de traduction pour ça en français. Donc, à partager
mes considérations, c'est un mot tellement français, mes considérations à partager ces informations, et cette sagesse avec vous. Voilà, à bientôt si vous le souhaitez. Passez de très heureux moments